Tagazokavu et bienvenue dans cette nouvelle lecture au coin du feu. Aujourd'hui, nous verrons la petite histoire, la légende du village des joueurs de koto, écrite par Lafcadio Hearn et trouvable dans le livre Histoire de fantômes du Japon aux éditions Soleil. Je vous souhaite donc désormais une bonne écoute. Dans la ville d'Uji, dans la province de Yamashiro, vivait il y a environ 600 ans un jeune samouraï nommé Ito Norisuke, dont les ancêtres avaient appartenu au clan de Heike. C'était un beau garçon de caractère aimable, il était étudiant et adroit aux armes. Mais sa famille était pauvre, il n'avait point de patron dans la noblesse militaire, aussi son avenir était-il incertain. Il vivait cependant avec tranquillité, se consacrant à l'étude des lettres et n'ayant comme dit le conteur japonais que la lune et le vent pour amis. Un soir d'automne, Ito Norisuke faisait une promenade solitaire dans les environs de la colline des joueurs de koto. Il vint à passer une jeune fille qui suivait le même chemin. Elle était richement vêtue et paraissait âgée de 11 ou 12 ans. Ito Norisuke s'approcha d'elle et lui dit « Bientôt le soleil sera couché, fillette, et ceci est un endroit bien solitaire. Puis-je savoir si vous vous êtes égarée ?» Elle le regarda avec un gai sourire et lui répondit avec humilité. « Non, je suis une suivante de maison Auguste, et je suis en service dans le voisinage. Je n'ai plus qu'un bout de chemin à faire. » Alors, Ito Norisuke comprit que cette jeune fille était sans doute au service de personnes de haut rang. Et ceci le surprit, car il n'avait jamais entendu dire qu'aucune famille distinguée habitât dans le voisinage. « Je retourne à Uji, où se trouve ma demeure. Vous me permettrez peut-être de vous accompagner le long du chemin, car ces parages sont bien déserts. » Elle le remercia gracieusement et parut contente de cette offre. Et ils reprirent leur route, tout en bavardant. Elle lui parla du temps, des fleurs, des papillons et des oiseaux. Elle lui raconta une visite qu'elle avait faite jadis à Uji et lui décrivit les aspects célèbres de la capitale où elle était née. Et le temps passait agréablement pour Ito Norisuke qui écoutait ce gai babillage. Enfin, à un tournant de la route, ils pénétrèrent dans un hameau où régnait l'ombre épaisse d'un bosquet de jeunes arbres. Il faisait très sombre dans ce village. Le soleil s'était couché, et sous les arbres il ne faisait même pas de crépuscule. « Maintenant, Seigneur, dit l'enfant en désignant un étroit sentier qui débouchait sur la grande route, il me faut aller de ce côté. »« Alors, permettez-moi de vous reconduire jusqu'à votre demeure, dit le jeune homme. Et il s'engagea dans le sentier en tâtonnant, tellement il y faisait sombre. Mais la suivante s'arrêta devant une petite barrière à peine visible dans l'obscurité. Une petite barrière en treillage, au-delà de laquelle on apercevait les lumières d'une maison. « Voici, dit-elle, l'honorable demeure dans laquelle je sers. Puisque vous vous êtes tellement dérangé pour moi, bon seigneur, ne daignerez-vous pas rentrer et vous reposer un peu ?» Le samouraï accepta, charmé par la simplicité de l'invitation. Et puis il était curieux de connaître les personnes de haut rang qui avaient choisi comme demeure un village aussi abandonné. Il n'ignorait pas que parfois de nobles familles se retiraient ainsi de la vie pour avoir encouru la colère du gouvernement dans des troubles politiques. Et il supposait qu'il allait sans doute se trouver en présence de tels exilés volontaires. Il franchit la grille que sa jeune compagne ouvrit pour lui. Il se trouva dans un jardin étrange. On y distinguait vaguement un paysage en miniature où serpentait un ruisseau. « Daignez attendre un petit instant, dit l'enfant. Je vais annoncer votre honorable arrivée. » Et elle se hâta vers la maison. C'était une habitation assez vaste, d'apparence très ancienne et construite en effet à la mode du temps passé. Les portes à coulisses étaient ouvertes, mais l'intérieur, quoique illuminé, était dissimulé par un superbe rideau de bambou tendu le long de la galerie. Derrière ce rideau remuaient des ombres de femmes. Tout à coup, les notes d'un koto s'égrenèrent dans la nuit. La musique était si légère et si douce que le samouraï pouvait à peine en croire ses sens. Et tout en écoutant, il fut envahi par une joie langoureuse, joie étrangement mêlée à de la tristesse. Il se demandait comment il était possible à une femme de jouer de telle façon. Était-ce même une femme qui jouait? Cette musique était-elle terrestre? Il ne savait, car au son de cette mélodie, un enchantement semblait s'être infiltré dans son cœur. Puis la douce musique se tut, et au même instant, Ito Norisuke revit la petite suivante à ses côtés. « Seigneur, lui dit-elle, on vous demande de bien vouloir entrer.
Elle le conduisit alors à la porte, où il déposa ses sandales. Une femme âgée, qu'il devina être la Rojo, ou matrone de la maison, l'accueillit sur le seuil. Elle le mena à travers d'innombrables appartements jusqu'à une grande pièce bien éclairée. Puis avec une mainte salutation respectueuse, elle le supplia de prendre la place d'honneur réservée aux hôtes distingués. Ito Norisuke fut surpris par la majesté de la salle et par la beauté imprévue des décorations. Bientôt, une des servantes apporta des rafraîchissements, et il remarqua que les coupes et le reste de la vaisselle étaient d'un travail rare et riche, et ornés d'un dessin qui marquait le haut rang de leur possesseur. Le samouraï sentait croître sa curiosité. Quel noble personnage avait choisi cette retraite solitaire, et quel événement avait inspiré à cet inconnu le désir d'un tel isolement. Mais la vieille femme interrompit tout à coup ses réflexions. Elle lui dit « Est-ce que je me trompe en supposant que vous êtes Ito Norisuke de la ville d'Uji ?» Il acquiesça en s'inclinant. Il n'avait pas dit son nom à la petite suivante, et la façon dont la vieille femme l'interrogea le fit tressaillir. « Ne croyez pas, je vous prie, ma question indiscrète, » continua la matrone. « Une vieille femme comme moi peut se permettre de poser des questions, sans pour cela être indiscrète ni curieuse. Lorsque vous êtes arrivé à la maison, j'ai cru vous reconnaître. Je ne vous ai demandé votre nom que pour dissiper mes doutes avant de vous parler d'autre chose. J'ai en effet quelque chose d'important à vous dire. Vous traversez souvent ce village, et notre maîtresse, Himegimi-sama, vous a aperçu un matin. Depuis cet instant, elle songe à vous nuit et jour. Elle a même tant songé à vous qu'elle est tombée malade. Nous avons été très inquiets à son sujet. C'est pour cela que j'ai pris la peine de demander votre nom et votre demeure. Et j'allais vous envoyer une lettre quand vous vous êtes présenté à la grille, accompagné de la petite servante. Je ne puis vous dire comme je suis contente de vous voir. Cela me paraît une coïncidence presque trop heureuse pour être vraie. Je crois vraiment que cette rencontre a été combinée grâce au dieu des fiançailles qui noue les nœuds des unions fortunées. Et maintenant qu'une si heureuse chance vous a mené ici, vous ne refuserez peut-être pas, s'il n'y a nul obstacle à pareille union, de rendre heureux le cœur de notre Himejimi-sama. Ito Norisuke ne sut pas tout d'abord que répondre. Si la vieille femme lui avait dit la vérité, c'était une occasion extraordinaire qui s'offrait à lui. Seule une grande passion pouvait mener la fille d'une noble lignée à rechercher de sa propre volonté l'affection d'un samouraï inconnu et sans maître qui ne possédait nulle fortune et qui n'avait point d'avenir. D'un autre côté, ce n'était pas dans l'honnête nature du jeune homme d'avancer ses propres affaires en tirant profit d'une faiblesse féminine. Et puis, toutes les circonstances de cette aventure étaient mystérieuses et inquiétantes. Pourtant, comment refuser la proposition imprévue ? Tout cela le troublait infiniment. Après un court silence, il répondit « Il n'y a nul obstacle, car je n'ai ni femme, ni fiancée, ni liaison avec aucune femme. Jusqu'à présent, j'ai vécu avec mes parents, et ils n'ont jamais parlé de me marier. Vous n'ignorez pas que je suis un pauvre samouraï, et que je n'ai pas de patron parmi les personnages de haut rang. Je ne voulais pas me marier avant d'avoir amélioré ma situation. Quant à la proposition que vous m'avez fait le grand honneur de me transmettre, je répondrai seulement que je me sais fort indigne de l'attention d'une noble jeune fille. » La vieille femme sourit, comme si ces paroles ne lui déplaisaient point, et elle dit « Il vaut mieux ne pas vous décider avant d'avoir vu notre maîtresse, vous n'hésiterez peut-être plus après l'avoir vue. Daignez me suivre pour que je vous présente à elle. » Elle le conduisit dans une autre grande salle de réception où l'on avait fait les préparatifs d'une fête, et lui ayant désigné la place d'honneur, elle le quitta pour un instant. Elle revint presque aussitôt, accompagnée de Himejimi-sama, et en apercevant la jeune maîtresse de séant, Ito Norisuke ressentit de nouveau l'étrange frisson d'étonnement et de joie qu'il avait éprouvé dans le jardin en écoutant la musique du koto. Il n'avait jamais rêvé d'une femme aussi belle. Sa présence semblait irradier de la lumière, une lumière qu'il filtrait à travers ses robes comme la clarté de la lune à travers des nuages floconneux. Ses cheveux défaits et flottants ondulaient lorsqu'elle se mouvait, ainsi que les branches du saule pleureur agitées par les brises printanières. Ses lèvres étaient pareilles aux fleurs du pêcher, humides de la rosée du matin. Ito Norisuke fut ravi comme par une passion. Il se demanda s'il ne contemplait pas en personne la vierge tisseuse qui demeure près de la rivière scintillante du ciel. La vieille femme se tourna en souriant vers la gracieuse jeune fille qui demeurait silencieuse et rougissante, les yeux baissés, et elle lui dit « Vois, mon enfant, c'est au moment même où nous espérions le moins pareille chose que celui que tu désirais rencontrer se présente à toi de son propre gré. Seule la volonté des dieux les plus puissants a pu provoquer un aussi heureux événement,
et d'y penser simplement me fait pleurer de joie. » Et elle se mit à sangloter. « Mais, reprit-elle en essuyant ses larmes avec sa manche, il ne tient plus qu'à vous, à moins que l'un de vous deux ne refuse, ce dont je doute fort, d'échanger vos serments et de prendre part à votre repas de noces. » Ito Norisuke ne répondit rien. L'incomparable vision le rendait muet et le privait de toute volonté. Des servantes entrèrent portant des plats et des vins. Le repas de noces fut dressé devant les jeunes gens qui se firent leur serment. Pourtant, Ito Norisuke était comme en extase. Le merveilleux de l'aventure, la beauté de la mariée le ravissait toujours. Une joie qu'il n'avait encore jamais éprouvée emplit son cœur, comme un grand silence, mais petit à petit, il reprit son calme accoutumé et put parler sans embarras. Il but copieusement. Il osa même parler modestement, mais très gaiement, des doutes et des craintes qui l'avaient opprimé. Et pendant tout ce temps, la mariée demeurait immobile comme le clair de lune. Elle ne levait pas les yeux, et lorsqu'Ito Norisuke lui parlait, elle lui répondait par un sourire ou par une rougeur subite. Le samouraï dit enfin à la vieille servante. « Bien des fois, dans mes promenades solitaires, j'ai traversé ce village sans soupçonner l'existence de cette demeure honorable. Depuis que j'y suis entré, je me demande pourquoi les nobles habitants de Séan ont choisi un séjour aussi isolé. Maintenant que votre princesse et moi avons échangé nos serments, il me semble étrange que je ne connaisse pas encore le nom de son auguste famille. » À ces mots, une ombre passa sur le visage de la vieille femme, et la mariée qui avait à peine parlé jusqu'à présent pâlit tout à coup et parut en proie à une vive inquiétude. Après quelques instants de silence, la vieille matrone répondit. « Il serait difficile de vous cacher notre secret plus longtemps, et j'estime qu'en tout cas, maintenant que vous êtes un des nôtres, il faut vous mettre au courant. Apprenez donc, Seigneur, que votre épouse est la fille de Shigehira Kiyo, le grand et malheureux général. » À ces mots, le jeune samouraï sentit un frisson glacer toutes ses veines. Shigehira Kiyo, le célèbre guerrier et homme d'état du clan de Heike, était tombé en poussière depuis bien des siècles. Et Ito Norisuke comprit tout à coup que tout ce qui l'entourait, la salle, les lumières et le banquet, était un rêve du passé. Et les formes devant lui n'étaient pas celles d'êtres vivants, mais les ombres de personnes mortes depuis très longtemps. Mais presque aussitôt, le frisson glacé passa. Autour de lui, le charme revint et sembla augmenter, et il ne ressentit aucune crainte. Quoique son épouse fût venue vers lui hors du yomi, hors du monde des esprits des morts, son cœur était tout à fait conquis. Celui qui épouse un fantôme deviendra lui-même fantôme. Et Norisuke se sentait prêt à mourir. Non pas une fois, mais plusieurs fois, plutôt que de trahir par une parole ou un regard une pensée qui pût jeter une ombre de douleur sur le front de la belle illusion qui se tenait devant lui. Il ne doutait pas de l'amour qu'on lui offrait, on lui avait dit la vérité, alors que toute intention mauvaise eût été mieux servie par le mensonge. Mais les pensées et les émotions passèrent devant lui comme un éclair, le laissant résolu à accepter l'étrange situation telle qu'elle s'était présentée à lui, et d'agir comme il l'eût fait s'il eût été choisi autrefois par la fille de Shigehira Kiyo. « Ah, quelle pitié que cela !» s'écria-t-il. « J'ai entendu parler du sort cruel de Shigehira Kiyo. »« Oui, » répondit la vieille femme à travers ses sanglots. « Ce fut en effet un sort cruel. Son cheval fut tué sous lui par une flèche et tomba, l'entraînant dans sa chute. Notre Seigneur appela au secours, mais ceux qui avaient vécu de sa générosité le désertèrent à l'heure du danger. Il fut fait prisonnier et envoyé à Kamakura, où on le traita d'une façon indigne pour le mettre enfin à mort. Sa femme et son enfant, cette chère fillette ici présente, étaient alors cachés, car partout les membres du clan de Heike étaient traqués et tués. Lorsque la nouvelle de la mort de Shigehira Kiyo nous parvint, le chagrin fut trop intense, la mère ne put le supporter, et l'enfant fut laissé à mes soins, sans personne d'autre pour la chérir, puisque tous ses parents étaient morts ou avaient disparu. Elle n'avait que 5 ans, j'avais été sa nourrice, et je fis tout ce que je pus pour elle. Nous errâmes année après année d'un endroit à l'autre, vêtus de robes de pèlerine. « Mais ces tristes souvenirs sont déplacés !» s'écria tout à coup la Rojo, en essuyant ses larmes. « Pardonnez le cœur imbécile d'une femme très âgée et qui ne peut oublier le passé. Voyez, la petite fille que j'ai élevée est maintenant devenue une princesse impériale en vérité. Et si nous vivions au bon temps de l'empereur Takakura, quelle destinée ne lui serait pas réservée? Enfin, elle a le mari qu'elle désirait. C'est le plus grand des bonheurs, mais il se fait tard. La chambre nuptiale a été préparée, et je vais vous laisser vous aimer jusqu'à l'aube. » Elle se leva, et écartant les écrans qui séparaient la salle de réception de la pièce voisine,
elle les fit entrer dans leur chambre. Puis avec des paroles de joie et de félicitations, elle se retira, et le jeune homme fut laissé seul avec sa femme. Comme ils reposaient ensemble, Ito Norisuke demanda « Dis-moi, mon aimé, quand me désireras-tu pour la première fois pour mari ?» Car tout semblait si réel qu'il ne pensait presque plus à toute l'illusion tissée autour de lui. Elle répondit d'une voix pareille au roucoulement de la colombe. « Mon auguste seigneur et mari, je te vis pour la première fois au temple d'Ishiyama, le temple de la montagne de pierre, où je me rendis avec ma mère d'adoption. Et parce que je te vis, le monde me parut tout transformé à partir de cette heure et de ce moment. Mais tu ne t'en souviens pas, car notre première rencontre n'a pas eu lieu dans ta vie présente, mais il y a très, très longtemps. Depuis, tu as passé par beaucoup de morts et de naissances, et tu as été incarné dans beaucoup de corps. Mais moi, je suis toujours demeuré tel que tu me vois maintenant. Je ne pouvais obtenir d'autre corps, ni revivre dans aucun autre état d'existence, à cause du grand désir que je ressentais pour toi. Mon cher Seigneur et mari, je t'ai attendu à travers d'innombrables siècles. » Et le mari entendit ces étranges paroles sans s'étonner et sans craindre. Il ne désirait rien d'autre dans cette vie, ni dans toutes les vies à venir, que d'être étreint par les bras de sa femme et d'entendre la caresse de sa voix. Mais le tintement de la cloche d'un temple voisin annonça la venue de l'aube. Les oiseaux se mirent à piailler, la brise du matin fit murmurer tous les arbres. Soudain, la vieille nourrice repoussa les écrans à coulisses de la chambre nuptiale et s'écrie « Mes enfants, l'heure est venue et il faut vous séparer. Il ne faut pas que vous soyez ensemble pendant le jour, ne fût-ce qu'un instant. Cela vous serait fatal, il faut vous dire adieu. » Sans mot dire, Ito Norisuke se prépara à partir. Il comprenait vaguement l'avertissement donné et il se résignait absolument au destin. Sa volonté ne lui appartenait plus. Il voulait seulement plaire à son épouse fantôme. Elle lui remit une petite pierre à encre, sculptée d'une façon curieuse, et elle lui dit « Mon jeune seigneur et mari est un savant, et il ne dédaignera peut-être pas ce petit cadeau qui est façonné étrangement parce que très ancien, ayant été donné à mon père par la faveur de l'empereur Takakura. C'est pour cette raison seulement que je l'estimais précieux. » En échange, Ito Norisuke l'implora d'accepter comme souvenir le kogai de son épée, décoré d'incrustations d'argent et d'or, et figurant des rossignols et des fleurs de prunier, symbole du bonheur. Alors la petite suivante vint le guider à travers le jardin, tandis que son épouse et la nourrice l'accompagnaient jusqu'au seuil de la demeure. Comme il se retournait au bas des marches pour faire un dernier salut, la vieille femme lui dit « Nous nous reverrons la prochaine année du sanglier, à la même heure, du même jour, du même mois où vous êtes venu ici. Comme nous sommes en l'année du tigre, vous aurez à attendre 10 ans. Mais pour certaines raisons que je ne puis vous dire, il nous sera impossible de nous retrouver ici. Nous allons nous rendre aux environs de Kyoto, où habite le bon empereur Takakura, nos pères et beaucoup des nôtres. Tous les partisans du clan de Heike se réjouiront de votre venue. Et le jour marqué, nous enverrons un kago, un palanquin, vous chercher. » Les étoiles scintillaient au-dessus du village lorsque Ito Norisuke franchit la grille d'entrée. Mais parvenu à la route ouverte, il vit l'aube qui se levait au-delà des lieux de champs silencieux. Il portait le cadeau de sa femme sur son sein. Le charme de sa voix s'attardait à ses oreilles, et pourtant, si ce n'avait été pour la pierre à encre qu'il touchait de ses doigts étonnés, il eût cru volontiers que les souvenirs de la nuit n'étaient que ceux du sommeil et que sa vie lui appartenait encore. Pourtant, la certitude qu'il s'était condamné n'évoqua aucun regret. Il n'était troublé que par la douleur de la séparation et par la pensée de toutes les saisons qui devraient s'écouler avant que l'illusion se renouvelât pour lui. 10 ans! Et combien longues lui paraîtraient toutes les journées de ces années! Il n'espérait pas pénétrer les mystérieuses raisons de ce délai. Les actions secrètes des morts sont connues des dieux seuls. Souvent, dans ses promenades solitaires, Ito Norisuke visita de nouveau le village des joueurs de koto, espérant vaguement entrevoir un instant le passé. Mais plus jamais, ni la nuit ni le jour, il ne retrouva la grille rustique dans l'allée pleine d'ombre. Plus jamais il n'aperçut la silhouette de la petite suivante, cheminant seule dans le coucher du soleil. Les villageois qui l'interrogea le crurent ensorcelé. Aucun personnage de haut rang, affirmèrent-ils, n'avait jamais demeuré dans ce hameau, et il n'y avait jamais eu dans le voisinage de jardin pareil à celui qu'il décrivait. Mais près de l'endroit que désignait Ito Norisuke, s'était élevé jadis un grand temple bouddhiste, et l'on voyait encore quelques-unes des tombes du cimetière de ce temple.
Ito Norisuke les découvrit au milieu d'un épais bosquet. Elles étaient de l'ancienne forme chinoise et couvertes de mousse et de lichen, et le caractère qui y était gravé était indéchiffrable. Il ne parla à personne de son aventure, mais bientôt, ses parents et ses amis aperçurent un grand changement dans sa personne et sa manière d'être. Chaque jour, il devenait plus pâle et plus maigre, bien que les médecins affirmassent qu'il n'avait aucun mal physique. Il avait l'air d'un fantôme. Il marchait comme une ombre. Il avait toujours été pensif et solitaire, mais maintenant il semblait indifférent à tout ce qui lui avait donné du plaisir autrefois, même à ses études littéraires, grâce auxquelles il pouvait espérer se distinguer. Et il dit à sa mère, qui avait cru que le mariage raviverait ses ambitions d'autrefois et réveillerait son intérêt pour la vie, qu'il avait fait le vœu de ne jamais épouser de femme vivante. Et les mois s'écoulaient lentement. Enfin, l'année du sanglier arriva. À la saison automnale, Ito Norisuke ne pouvait plus faire les promenades solitaires qu'il aimait tant. Il ne pouvait même plus se lever de sa couche. Sa vie s'enfuyait et personne n'en devinait la raison. Et il dormait si profondément et si longtemps que l'on prenait son sommeil pour la mort. Un jour, il fut éveillé en sursaut d'un de ses sommeils par une voix d'enfant, et il vit à son chevet la petite servante qui l'avait guidé 10 ans plus tôt jusqu'à la grille du jardin disparu. Elle le salua, lui sourit et lui dit « Je suis prié de vous dire que vous serez reçu ce soir à Aohara, le village de la Grande Plaine, près de Kyoto, où se trouve la nouvelle résidence où l'on a envoyé un palanquin vous chercher. » Puis elle disparut. Ito Norisuke comprit qu'on le rappelait loin de la lumière du soleil. Pourtant, le message lui causa une joie telle qu'il eut la force de se soulever et d'appeler sa mère. Et il lui raconta alors pour la première fois l'histoire de son mariage, et il lui montra la pierre à encre qu'on lui avait donnée. Il demanda qu'elle fût placée dans son cercueil, et elle mourut. On enterra la pierre à encre avec lui, mais avant les cérémonies des funérailles, des experts l'examinèrent, et ils déclarèrent qu'elle datait de l'ère de Johan, et qu'elle portait la marque du sceau d'un artiste qui vivait sous le règne de l'empereur Takagura. C'est ainsi que s'achève cette fable et donc cette lecture. J'espère que celle-ci vous a plu et vous aura peut-être apporté une leçon. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine fois et j'espère vous revoir rapidement autour de cet âtre.